Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live chance, dans la série des lives en coulisses qu'on organise toute la semaine pour vous présenter des métiers que vous ne connaissez pas forcément ou des métiers qui vous intriguent, qui vous intéressent et sur lesquels vous voulez des infos. Évidemment, vous le voyez, je ne suis pas toute seule, je suis en présence de Cécile qui est là pour nous parler du métier de commercial. Et avant de lui laisser la parole, je me présente très très rapidement. Donc moi, je suis conseillère chez Chance. Et donc aujourd'hui, je vais animer ce live pour faire l'intermédiaire entre vos questions à vous et les réponses que Cécile pourra nous donner. Pour ça, vous avez le chat. Donc vous pouvez évidemment dire bonjour, comme vient de le faire Élise dans le chat. Et il y a un petit onglet questions dans le chat juste à côté. Et c'est là qu'il sera pertinent de poser vos questions, parce que sinon, dans toute la trame du chat, on risque de les perdre. Donc vraiment, je compte sur vous pour mettre les questions dans l'onglet questions. Cécile, est-ce que tu veux nous présenter un peu ton parcours? Comment t'en es arrivée au métier de commercial? Bien sûr. Merci beaucoup, Alizé. Donc, pour ma part, aujourd'hui, j'occupe le poste de VP Sales au sein de Partout. Je m'occupe de l'expansion internationale sur l'Europe, le Moyen-Orient et l'Amérique latine, avec deux enjeux majeurs. Le premier, c'est de faire croître justement mes équipes commerciales. Leur donner bonnes pratiques, les fondamentaux, les amener à se challenger. Et puis le deuxième, bien évidemment, c'est de me coordonner en interne avec la stratégie globale pour être sûr qu'on met les bons moyens commerciaux, les bons efforts commerciaux au bon endroit. Et avant d'en arriver là, je suis passée par la case commerciale pure new business, account management aussi. Donc, j'ai commencé par une école de commerce sans pour autant me dire que j'allais être commerciale, mais plutôt du projet de développement à l'international. Et puis, j'ai eu la chance, à travers cette formation, finalement, de découvrir le métier de commercial, en tout cas de manière théorique, et d'intégrer un stage, bon, un peu plus qu'un stage de France, mais un stage de 15 mois à New York, où j'avais pour objectif, en fait, d'aller exporter des boissons européennes plutôt high-end. Donc, j'ai connu le porte-à-porte avec les hôtels et les restaurants pour aller rencontrer les Food and Beverage Directors. J'ai aussi participé du coup au développement de partenaires sur place et de distributeurs pour ne pas être la seule commerciale, mais aussi que les personnes parlent pour moi et vendent pour moi. Et puis bien sûr, faire de la veille concurrentielle et de la veille sur tous les établissements qui pouvaient s'ouvrir afin d'établir mon plan de prospection sur un nouveau business, sur un nouveau marché. Ça m'a ça m'a donné envie de continuer en fait cette première expérience commerciale. J'y ai trouvé une grande liberté d'action, une grande liberté aussi d'autonomie sur la partie prospection, plan de territoire, et puis me challenger tous les jours pour comment je vais faire en sorte que mon produit va plaire et va pouvoir se développer. Donc, j'ai continué en fait dans le commercial, mais plutôt dans le conseil en France, où là, j'avais encore un rôle new business, mais aussi d'account management. Parce que j'avais envie d'aller plus loin, d'aller plus dans du territory plan, de mapper les comptes. Et donc, j'ai rejoint Wavestone, qui est un cabinet de conseil en transformation digitale. Euh, J'avais qu'un seul client, le compte total, et deux objectifs commerciaux. Le premier, AM, donc account manager, sur le compte total. On a déjà des clients, des entités chez nous. Comment faire en sorte qu'elles achètent de nouveaux services et de leur présenter aussi de nouvelles offres. Et puis un rôle de new business pour aller découvrir de nouvelles entités du groupe en France, au Benelux, mais aussi au UK, et puis leur proposer nos nouvelles offres. Ce qui a été super intéressant et différent aussi de la première expérience, c'est que c'est de la vente plus complexe, un peu moins maîtrisée par un commercial quand on parle de cybersécurité, de data, mais beaucoup plus challenging dans le sens mapper les comptes, être au bon endroit au niveau des interlocuteurs qu'on allait voir, et puis la valeur ajoutée vraiment du commercial, au-delà de connaître son offre, en tout cas dans ce métier-là ou dans cette entreprise-là, c'est finalement de faire de la cohésion entre un groupe très grand, entre différents départements, pour aller leur vendre des projets massifs et pas seulement à chaque Mhm. entité. Oui, c'est vrai que tu as pu voir différents, enfin, en fait, tu as pu voir tous les aspects d'un métier de commercial. Ça fait combien de temps que tu es sur la fonction commerciale globalement? Ça fait une dizaine d'années Ah, ça va, que je hein. suis sur la fonction commerciale. Du coup, en effet, commencer par du produit, puis de la vente complexe. Et après, j'ai intégré deux entreprises SaaS. Donc là, on était vraiment sur autre chose encore. Je dirais un mix entre le produit pur que j'ai pu faire à New York et la vente très complexe, moins tangible, qu'est le conseil, Mhm. en rejoignant notamment Job Mhm. Teaser là-dessus.
Ok, non mais du coup c'est génial, tu vas pouvoir, je pense que tu pourras bien renseigner les personnes qui ont des questions sur, parce qu'il y a tellement de nuances dans un job de commercial. Alors je vois qu'on a une question d'Élise en parallèle qui nous demande qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier, toi Cécile? Oui, bien sûr. Alors, dans le job de commercial pur, ce qui me plaît le plus, c'est vraiment se réinventer tous les jours. J'estime en fait qu'en tant que commercial, peu importe les entreprises dans lesquelles j'ai été, j'ai dû me réinventer pour la connaissance produit, pour mon pitch et en fonction aussi des personnes. La deuxième chose, je dirais, c'est vraiment cet aspect de liberté d'action qui va être de prendre une stratégie et puis de la suivre, de test and learn aussi un petit peu, qui nous permet en fait finalement de se challenger et d'apprendre sur nous-mêmes. Je trouve que c'est un métier dans lequel finalement on grandit beaucoup plus vite que peut-être un autre métier Mm. parce que on a ce besoin en fait de se réinventer et quand on se réinvente pas, ben, on ne fait plus les objectifs, on n'a plus ce dynamisme et moi c'est ce qui me plaît aujourd'hui, c'est toujours d'aller plus loin, de me challenger. Et le Mm. dernier point peut-être, c'est sur la reconnaissance, le fait d'avoir une reconnaissance qui soit, entre guillemets, immédiate, puisque forcément, on voit ces chiffres, on voit le nombre de meetings, il y a des KPI en fait très concrets. Et moi, ça me permet de prendre du recul aussi quand on est un peu au four et au moulin à certains moments, par exemple au closing, de prendre du recul et me dire, OK, ça me donne de l'énergie, là, je suis prête à continuer et à me ressourcer. Mhm. Mais trop bien. Et du coup, là, ce que tu dis me fait penser, moi, à une question. D'après toi, c'est quoi les trois qualités principales que doit avoir une personne, ou en tout cas qu'elle doit avoir en tête, par rapport à un métier de commercial? Parce que des fois, un métier, on se dit, ça m'intéresse, ça me parle, je vois à peu près ce que c'est, mais dans la réalité terrain, d'après toi, c'est quoi vraiment ce qu'il faut avoir en soi pour être commercial? Bien sûr. Je pense qu'il y a une grosse partie qui est sur l'organisation. C'est hyper important d'être bien organisé parce que finalement, commercial, ça regroupe un nombre de tâches immenses et qui peut être différent d'ailleurs selon les entreprises, donc l'organisation. L'entrepreneuriat, ou en tout cas l'envie d'entreprendre, sortir du cadre en fait, trouver des idées, être créatif, aussi bien pour la prospection que sur notre pitch commercial, que le suivi client, pour être sûr qu'il soit adapté. Il y a une partie quand même qui est importante. Je pense que c'est quand même la stabilité émotionnelle. Le job de commercial, c'est un peu les montagnes russes. Voilà, dans une journée, on passe par toutes les météos possibles. Et donc, Il y c'est a des important. journées horribles et des journées incroyables. Voilà, c'est ça. Donc, c'est important en fait d'avoir une certaine stabilité émotionnelle ou au moins d'avoir des choses auxquelles on peut se raccrocher pour dire, OK, il va y avoir des hauts et des bas, mais ça, c'est mon fil rouge. Ça, c'est ce qui me permet de m'accrocher. Et je dirais que la dernière, c'est l'envie de se dépasser, en fait, le challenge, d'aller toujours chercher plus. Et pour moi, un bon sales va, et c'est ce que je disais un petit peu avant, mais va toujours essayer de se challenger, se réinventer pour rester au top du top. Canon, merci. Il y a quelqu'un qui avait voulu poser une question, j'ai l'impression que c'est Roy. Il a peut-être changé des vies. Ah, si. Ah, intéressant comme question. Comment tu choisis tes collaborateurs? Très bonne question. Surtout que chez Job Teaser, j'ai managé 40 personnes. Là, chez Partout, j'ai une vingtaine de personnes. Donc, c'est la question primordiale. J'aime bien choisir mes collaborateurs déjà en fonction d'un équilibre d'équipe. C'est-à-dire que oui, j'ai un poste et j'ai quelques critères que je dois respecter sur tous les postes, mais je fais super attention au type de personne que je recrute en termes de personnalité. Pas forcément sur est-ce qu'ils vont s'entendre, mais en fait, qu'est-ce que cette personne va apporter qu'une autre personne n'aura pas, pour que j'ai une équipe la plus complète possible, et aussi que ces personnes finalement échangent parce qu'ils voient la valeur ajoutée de l'un et l'autre. Euh, Pourquoi aussi je fais ça maintenant en tant que manager, c'est que j'ai besoin en fait moi de déléguer de plus en plus, de prendre de plus en plus de hauteur. Et donc si j'ai une équipe qui s'auto-suffit le plus possible, eh ben on va aller pouvoir chercher plus loin parce que je vais pouvoir me concentrer moi sur d'autres tâches pour leur faciliter aussi la vie. Ouais, ok. Ok. Ben, merci pour ta réponse. J'ai une autre question qui est un peu reliée. En attendant, je rappelle aux personnes qui nous ont rejoints entre-temps que le chat est fait pour vous. Cécile est là pour vous et elle donne de son temps pour répondre à vos questions. Donc, il ne faut pas les garder dans votre tête. Il faut surtout nous les écrire pour qu'on puisse
clarifie tout ça. En attendant, moi j'ai une question, c'est tu dois faire sûrement des entretiens d'embauche du coup pour agrandir tes équipes. Comment comment tu arrives à savoir quand une personne sera un bon commercial ou pas? Est-ce qu'il y a un truc infaillible sur lequel on peut, nous en tant que personne se renseignant sur le métier, se dire, tiens, bah, c'est vrai que si j'ai pas ça, ça va être compliqué. J'aimerais dire oui, surtout après 10 ans d'expérience de commercial. Donc, j'aimerais dire oui. Je fais des erreurs de recrutement encore et toujours, et ça continuera. Par contre, ce que je regarde comme atout majeur, c'est vraiment cet esprit d'entreprendre. J'attends en fait des personnes qui vont pas attendre que je leur dise quoi faire finalement. Et ça, je trouve que ça a super bien marché à chaque fois. Parce qu'en fait, parce que finalement, elles ont un objectif, c'est de se dépasser, c'est de développer quelque chose. Donc, ce que je regarde, c'est est-ce que sur leurs expériences précédentes, je sens du coup cet entrepreneuriat qui a été mis en place. Est-ce qu'elles ont des entreprises à côté, auto-entrepreneurs ou autres, des business, ou ça peut être des projets associatifs, soit à côté ou qu'elles ont fait avant. Ça, c'est quelque chose que je regarde. Et puis après, j'ai quand même un autre point, c'est la partie KPI. Alors, je sais qu'il y a un peu deux écoles, mais pour moi, quelqu'un qui ne parle pas de KPI et d'achievement pendant son entretien, je vais pas souvent continuer les conversations parce que si la personne ne regarde pas ça, par quoi elle est animée derrière? Où est-ce qu'elle trouve son sens pur du métier commercial? Je vais avoir des difficultés du coup à potentiellement manager cette personne par la suite dans les cas de difficultés. Donc ça, c'est un point que je regarde aussi. Mhm. Trop intéressant. Bah, merci, on garde ça en tête, hein, du coup. Élise demande, est-ce que tu te verrais entreprendre ou te mettre à ton compte? Et il y a Simon qui allait poser une question. Eh bien, on t'attend, Simon. Ah, on commence par la question d'Élise, évidemment. Est-ce que tu te verrais entreprendre ou te mettre à ton compte? Oui, depuis 2 ans, même ouais, depuis 2 ans, je me disais, OK, il faut que je monte ma boîte, il faut que je sois auto-entrepreneur, etc. Et finalement, il y a 1 an et demi, j'ai décidé en fait d'avoir un statut auto-entrepreneur en plus de ce job de VP Sales, dans lequel je donne enfin, que je fais du coaching ou du mentoring, aussi bien sur des profils commerciaux purs, donc pour les aider à devenir meilleurs, développer des compétences, ou sur une partie aussi de management commercial, justement, pour aider les managers à réussir cette partie-là. Et donc ça, je le fais par OnTrain, notamment, qui permet des formations aux entreprises, et puis par moi-même. Et en ce moment, j'ai aussi un projet sur lequel je réfléchis pour m'associer, enfin avec 2 associés, pour justement entreprendre et vraiment construire une entreprise avec eux. Donc, j'en dis pas plus pour le moment. Je ne sais pas si Oui, ça verra le jour, mais bon, bah oui, tu as raison, vaut mieux pas tenter le mauvais sort, mais j'imagine que tu voilà. as peut-être fait le parcours chance, c'est ça? Je n'ai pas eu la chance de faire le parcours chance. J'ai eu la chance d'échanger avec beaucoup de personnes du parcours chance qui m'ont aidé justement aussi en parallèle pour Hmm, développer ça. Et d'accord. je pense aussi que beaucoup de commerciaux, en tout cas dans ceux que je rencontre dans la vie courante ou dans les coachings justement, ont cette envie à un moment Hmm. d'entreprendre. Et donc, il y a quelque chose qui voit le jour en fait petit à petit. Bah, on croise les doigts. Trop bien d'avoir des projets comme ça. Je vois qu'il y a donc la question de Simon qui questionne la part de variable et de fixe dans un salaire commercial. Alors, moi, je vais rajouter une petite difficulté ou nuance dans cette question, c'est que toi, tu as une rémunération mais à ton niveau de VP, mais quid du commercial aussi qui commence sa carrière, enfin en tout cas un salaire vraiment de commercial. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la part de variable et de fixe? Oui, bien sûr. On est, je vais parler plutôt sur la partie SaaS, entreprise SaaS aujourd'hui. Tu peux Mais clarifier entreprise SaaS pour les personnes ici qui ne sauraient pas ce que c'est, s'il te plaît? oui, c'est une plateforme en fait. Donc c'est un service online qu'on va utiliser pour que les personnes puissent. Donc on n'est pas sur du conseil, on n'est pas sur du produit, on va vraiment être sur une plateforme as a service. Donc as a service SaaS. D'accord. Du coup, je vais parler plutôt d'eux, même si on rencontre quand même des variables assez similaires, mais on est plutôt sur du 30 à 40% de variables par rapport au fixe.
Et ça, je le retrouve souvent. Après, le variable, il peut être découpé de différentes manières, avec soit 100% d'individuel, et donc qui va être de manière finalement avec une commission sur chaque deal qui va être rentré. On a aussi sur cette partie individuelle une commission qui va être avec un minimum d'atteinte. C'est par exemple ce que fait JobTeaser ou d'autres plateformes, où on va être sur un minimum de 50% d'atteinte pour déjà débloquer finalement Des paliers. Ouais. exactement en sorte de palier. Et après, il y a des entreprises que j'ai vues qui ont d'ailleurs concurrentes aussi qui peuvent être concurrentes de JobTeaser, mais qui vont faire un individuel et un partagé d'équipe, où là, on va être à peu près sur du 15%, dans les 30%, du 15%, 15%, donc la moitié. Et donc, sur le partage d'équipe, c'est l'atteinte des objectifs de l'équipe, et puis après, l'atteinte clairement de l'objectif individuel. Ouais. Ok, donc c'est oui, 30-40%, c'est quand même une belle part. Moi, je pose des questions aussi parce que du coup, ça m'en fait venir. Un... Je pose cette question parce que je me mets à la place de personnes qui se renseignent sur le métier de commercial et qui ne le font pas aujourd'hui et donc qui envisagent ça comme une possibilité d'être commercial. Comment tu te Comment tu réagis à un commercial qui n'atteint pas son objectif et donc voit son salaire du coup amputé, on va dire, enfin, ou dans l'autre sens, qui n'augmente pas de 30 à 40% et qui te dit qu'il rencontre des difficultés, que forcément financièrement c'est beaucoup plus compliqué. De ton côté managérial, c'est tout simplement qu'il ne fait pas ses objectifs, mais tu sais, souvent les commerçants ont tendance à dire oui, mais, et trouvent des justifications. Les leads ne sont pas qualifiés, enfin les prospects, pardon, ne sont pas qualifiés, le marché est saturé. Enfin, il y a toujours des justifications côté commercial. Et donc, comment toi, tu te positionnes dans ces discussions-là? Oui, c'est vrai que le oui, mais c'est commercial. On l'entend, mais c'est top parce que justement, voilà, il y a de l'argumentaire derrière normalement. Ça, je l'ai vécu du coup dans moi, mes postes de manager. Je l'ai vécu aussi sur des personnes que je coachais. Et donc, pour moi, en fait, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi il n'y a pas d'atteinte d'objectif. Donc, c'est déjà discuter avec la personne pour voir où ça pêche. À quel niveau du cycle de vente, pour être très concret déjà sur la vente, où est-ce qu'on n'a pas les bons ratios. Et puis après, sur la partie soft skills aussi, et plutôt personnelle, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles la personne n'est pas forcément à l'aise ou n'a pas toutes les billes. Et donc, après ce premier constat, c'est assez facile finalement d'identifier les top priorités. Donc, l'idée, c'est d'identifier 3 priorités majeures. On peut en identifier plus, mais 3 sur lesquelles on va travailler. Et moi, ce que je fais, donc on appelle ça un plan de performance globalement, mais ce que je fais du coup avec les personnes qui n'arrivent pas, une fois qu'elles ont compris, identifié à quel moment ça ne fonctionne pas ou pourquoi, c'est vraiment de leur dire, OK, ce qui aura le plus d'impact pour toi, c'est cet objectif ou celui-ci. Et toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Lequel te semble plus achievable maintenant? Parce que c'est aussi mettre la personne dans des conditions de réussite. Et après, on ira sur ce qui est le plus difficile. Et donc, c'est comme ça finalement que j'accompagne les sales aujourd'hui. Et dans l'expérience partout, je peux vous donner un exemple d'une sales qui est arrivée 1 an avant moi, que donc j'ai eu dans mon équipe, et qui finalement ne faisait pas ses quarters, donc pendant 3 quarters de suite. Et je me suis dit, OK, je vais aider le manager présent pour l'accompagner. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment fait parler cette personne. Et déjà, le fait de la faire parler, elle, ça l'a fait mûrir. Et donc, forcément, on va beaucoup plus vite après sur l'apprentissage. On a travaillé sur des parties du cycle de vente, notamment la découverte, increase the pain et le closing, qui en fait étaient des choses où elle n'était pas assez forte. Pas assez forte parce que manque de confiance en elle sur certains points, et pas assez forte parce que justement, manque d'argumentaire, manque de questionnement, et donc on l'a accompagnée là-dessus. Et au bout de 3 mois, elle est sortie de ce plan de performance et elle a fait son quarter, deux quarters de suite. Donc, belle victoire, et je pense que c'est vraiment par la discussion et l'accord commun de sur quoi on va travailler ensemble que ça peut fonctionner. Trop bien, merci. On a une question, José. Peux-tu nous parler des avantages et des inconvénients du full cycle? Du full cycle, donc c'est-à-dire de la prospection jusqu'au closing, j'imagine. Je vais le comprendre comme ça. José répond. Oui, c'est ça. Ok, super.
Côté avantage, pour un sales, déjà, c'est de pouvoir suivre son client ou son prospect du début à la fin. Et ça permet de travailler finalement diverses compétences et du coup d'animer normalement ou de trouver de l'énergie pour la personne, de ne pas faire quelque chose de trop cloisonné. Et donc, on retourne à cette liberté d'action et à ce challenge tous les jours. C'est un premier avantage. Le deuxième avantage qu'on va avoir, c'est justement de mieux connaître son marché, puisque à chaque réaction du cycle de vente, on va pouvoir ajuster nos actions, notre pitch, et donc s'améliorer pour la prochaine fois. Le troisième, si je dois en donner trois, c'est qu'il y a plusieurs victoires possibles. Quand on n'arrive pas à signer, on arrive à prendre des rendez-vous. Quand on n'arrive pas à prendre des rendez-vous, on arrive à signer. Et ça permet aussi de garder une énergie positive et de se battre jusqu'au bout en tant que sales, comme on disait, montagne russe. L'inconvénient, c'est que ça peut être compliqué pour certaines personnes. Je pense qu'il faut, et là, ça fait partie des entretiens, mais c'est important en fait de savoir si la personne est capable de gérer autant d'étapes qui nécessitent des compétences différentes. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième, c'est aussi de manager son temps. Justement, on revient à l'organisation. Combien de temps je passe sur mon début de cycle versus mon fin de cycle et ma moyenne. Donc, c'est pas au doigt mouillé. Enfin, l'idéal, c'est que ce ne le soit pas. Donc, c'est là que c'est important de rentrer aussi dans les KPI pour éviter justement de passer trop de temps sur de la pros ou trop de temps sur du closing et finalement avoir un pipe peut-être pas assez important au début parce qu'on n'a pas fait la bonne prospection. Ok, merci. On a 5 minutes encore parce qu'il y a des lives toutes les demi-heures en cette semaine. C'est vraiment la semaine des métiers en coulisses. Alors, je vois j'allais poser la dernière question, mais je crois qu'elle est en train d'arriver. Donc, évidemment, je sais de ma place. J'en ai déjà posé plein. Comment vous gérez la compétition? Comment tu gères, moi je te tutoie, la compétition entre deux sales? Mhm. Ça a l'air inspirant. Non, c'est une très bonne question et c'est quelque chose que j'ai rencontré dans toutes les entreprises finalement, que j'ai pu avoir, notamment quand il y a seulement un variable individuel. Je trouve que c'est quand même assez, plus estompé quand il y a un variable avec du commun ou d'équipe à l'intérieur. Comment j'ai pu le gérer? Déjà, c'est plutôt de l'utiliser en positif. Donc, la partie positive, c'est super. La personne veut se dépasser, tu veux aussi te dépasser. Et donc ça va nous permettre d'aller plus loin. La deuxième chose, c'est de leur faire comprendre que de toute façon, vous êtes en concurrence, mais vous n'avez pas les mêmes forces. En fait, vous êtes deux individus différents. Même si vous faites la même chose, que vous avez le même typologie de portefeuille, le même nombre de comptes, vous n'allez pas l'adresser de la même façon. Donc, très bien d'être en compétition sur le chiffre, mais en fait, vous pouvez vous apporter. Et donc, j'ai fait travailler notamment deux personnes, Antoine et Jeff, vraiment ensemble sur comment ils pouvaient s'apporter l'un l'autre et ça leur permettait tout le temps de se dépasser. Et il y a un autre aspect que je voulais aborder. Oui, par contre, la compétition, elle devient embêtante et néfaste quand en fait, il y a quelqu'un qui va prendre le compte d'un autre ou aller targeter sur un territoire. Voilà. Ça, par contre, c'est pas correct. Et je pense que là, c'est quand même au manager d'intervenir pour redéfinir les règles, redéfinir aussi les valeurs qu'on a et qui sont hyper importantes de respecter, qu'on est tous dans le même bain. Donc, moi, en général, je joue plutôt sur le positif et ce que ça apporte et travailler ensemble finalement. Soyez en compète, mais en bonne compète. Par contre, je ne laisse pas passer la partie néfaste qui crée un mauvais environnement. On a déjà des difficultés avec nos clients, donc c'est important en fait d'avoir un bon environnement en interne. Tout à fait, mais comme tu le dis, c'est vrai que c'est vraiment induit par la répartition du variable individuel et ou collectif. Ça va beaucoup jouer, hein, forcément. Bon. Eh ben, merci. On arrive au terme du coup de notre petit live. Est-ce que Cécile, tu as un LinkedIn que tu acceptes de partager si jamais il y a des questions qui arrivent plus tard pour les personnes qui n'auraient pas eu le tac au tac pendant le live? Oui, bien sûr. Ouais. Du coup, si tu veux que je... Si je peux partager le lien là, ce serait Ouais. top. Alors, j'ai pas ton nom de famille. Ah si, c'est bon, je l'ai. Il est facilement trouvable, ton LinkedIn? Oui, Cécile Farah, Farah, VP Sales chez Partout. Comme c'est Oui, ça y indiqué est. sur la Je- vidéo Oui, au-dessus. oui. Mais tout à fait, je l'ai. Oui, oui. Et avec Bah, plaisir je le pour mets tout de suite échanger dans le chat. Voilà. Donc, sur les je sujets vous mets commerciaux. le LinkedIn
de Cécile qui a la gentillesse du coup de vous le partager. Comme ça, vous pouvez lui faire des petits mots si jamais des questions qui arrivent plus tard. Alors, soyez synthétique dans les messages parce que, comme nous, elle a un travail. Et plein de projets à côté. Donc, des petites questions sans spam. Mais un grand merci, Cécile, pour ton temps, pour tes réponses. C'était chouette comme tout d'échanger. Et voilà, on va libérer la scène parce que, comme vous le savez, on a des lives tout au long de la semaine comme ça. Donc, on vous dit au revoir et consultez bien le planning des métiers. Il y a peut-être aussi d'autres pistes professionnelles qui vous interrogent. Et c'est la semaine qui est fait pour. Bonne journée tout Merci, le monde. bonne journée. Au revoir.